bienvenue aux 14h de Radio J. Merci de démarrer votre après-midi en notre compagnie. Steve Nadjar au micro et je suis heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 14h30. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. En vidéo, sommaire de cette édition, l'entrée en vigueur du couvre-feu ce soir à minuit dans plusieurs métropoles du pays, dont l'Île-de-France. On en discutera avec mon invité, le psychologue au CHU de Montpellier, le docteur Fabrice Laurin. Puis on rejoindra également Pascal Sunshine pour parler politique, avec la reprise des constructions dans les implantations de Judée-Samarie, une décision condamnée par l'Union européenne. Et puis comme tous les vendredis, on va réfléchir ensemble aux enjeux de la paracha de la semaine Parachat Bereshit en compagnie du rabbin Raphaël Sadine aux alentours de 14h23. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le premier bulletin d'information de l'après-midi. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. L'actualité en France pour démarrer cette édition. Nicolas Sarkozy a été mis en examen aujourd'hui pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'ancien président français a été auditionné par les juges anticorruption il y a une dizaine de jours. Il s'agit de la 4e poursuite pour l'ex-chef de l'État dans ce dossier. Sur son compte Twitter et son compte Facebook, Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il était innocent et qu'il savait que la vérité finirait par triompher. Il doit être jugé du 23 novembre au 10 décembre pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. Il est soupçonné d'avoir tenté avec son avocat Thierry Herzog d'obtenir d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations couvertes par le secret dans une procédure judiciaire. Et Nicolas Sarkozy doit également être jugé du 17 mars au 15 avril 2021 pour le financement illégal de son autre campagne présidentielle, celle de 2012, cette fois dans le cadre de l'affaire Big Malion, et lui est reproché le dépassement du plafond de dépenses de campagne. Covid-19 maintenant, le couvre-feu débutera ce soir à minuit. 8 métropoles sont concernées, dont Paris et sa région. Pendant les horaires du couvre-feu, de 21h à 6h du matin, l'ensemble des commerces doivent fermer leurs portes. Certains établissements échappent naturellement à la fermeture anticipée. Il s'agit des établissements de santé et médico-sociaux, des structures d'accueil des plus précaires, des hôtels, des restaurants faisant la livraison à domicile, des établissements publics qui assurent un service en soirée et la nuit, comme notamment les commissariats. Pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il ne faut pas qu'il y ait d'exemption aux exceptions déjà annoncées par Jean Castex hier après-midi. Le ministre veut éviter à tout prix un durcissement des restrictions. On écoute Bruno Le Maire. Ma position a été claire depuis le début. Ce que nous devons éviter impérativement, Jean-Jacques Bourdin, c'est le reconfinement général des Français. Parce que ça aurait un impact social et psychologique considérable. Et un impact économique insupportable pour l'économie française. Donc je préfère, je vous dis là aussi en toute transparence, ma conviction profonde, je préfère qu'on prenne des mesures fortes, comme le président de la République les a annoncées, avec un couvre-feu de 21h à 6h, pour stopper net la progression du virus, en se disant, pendant quelques semaines, on va faire cet effort. Un couvre-feu au lendemain de la publication de mauvais chiffres. Plus de 30 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier, un record depuis plusieurs mois. 88 décès supplémentaires ont été recensés également. L'Hexagone compte 9 605 patients hospitalisés, dont 1 750 en réanimation. Le taux de positivité des tests de dépistage est de 12,6% dans le pays. Et selon une étude menée avec le soutien de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rendue publique hier, le médicament antiviral Remdesivir n'a que peu ou pas d'effet pour empêcher la mortalité chez les patients atteints de coronavirus. Le médicament semble n'avoir que peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés pour la Covid-19 si l'on en croit les taux de mortalité de début, de la ventilation ou de durée de l'hospitalisation, explique l'étude. Cette étude doit encore cependant être examinée. Et répétons-le, chers auditeurs et auditrices, soyez très prudents, notamment lors de vos réunions familiales. 34e jour du procès des attentats de janvier 2015 maintenant. On rejoint tout de suite par téléphone Michel Zarbib, qui couvre le procès pour Radio J depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. C'est une enquêtrice de la SDAT, la sous-direction antiterroriste, qui a pris la parole ce matin pour décrire, Michel, la garde à vue de 3 des accusés. Oui, et notamment à parler de Ali Reza Polat, et on peut dire, Steve, qu'il s'agit sans doute d'un véritable tournant dans ce procès. L'enquêtrice a en effet montré, avec les enquêtes téléphoniques notamment, et les bornages, que l'individu Ali Reza Polat, qui était d'ailleurs le seul impliqué parmi les 11 de ce procès, pour complicité directe avec une entreprise terroriste, eh bien,
l'individu est resté en contact avec Koulibaly et avec les frères Kouachi jusqu'au 7 janvier, c'est-à-dire le jour même du début des attentats des 7, 8 et 9 janvier. Il a été mis en grande difficulté par ce témoignage implacable, minutieux, précis de cette enquêtrice de la date. Et en effet, elle a fini par conclure que son comportement était celui, au plan religieux, d'un homme radicalisé et qu'il était véritablement, l'expression a été utilisée, le bras droit de Koulibaly, le tueur de l'hyper-cacher. S'en est suivi d'ailleurs un événement. L'individu connu déjà pour une personnalité assez haute en couleur, s'est levé et a menacé tout simplement l'enquêtrice de la SDAT. Je vais vous le faire payer, je vais te le faire payer, a-t-il déclaré, provoquant un incident dans la cour qui a été relevé par les avocats, bien sûr, des parties civiles, qui ont fait acter cet événement, la menace et aussi la difficulté de l'individu, donc Ali Reza Polat. On va en reparler, bien sûr, dans les jours qui viennent, en l'occurrence. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Michel, et à lundi. Au revoir. 14h06 sur Radio J, l'actualité en Israël maintenant. 4,2% de tests positifs constatés hier, Gabriel. La baisse continue. Selon les derniers chiffres du ministère israélien de la Santé, 1608 personnes supplémentaires ont été contaminées par la Covid-19 les dernières 24 heures, soit 38 355 cas actifs dans le pays. Cela baisse de ce côté-là également. 713 patients se trouvent dans un état grave et 247 sous respirateur. 29 personnes de plus sont décédées de la Covid-19 hier. Et puis il est très attendu par les Israéliens depuis plusieurs jours. Le déconfinement sera progressif. Le cabinet coronavirus israélien a approuvé hier la première étape de sortie du deuxième confinement en décidant de l'ouverture des entreprises n'accueillant pas de clients ainsi que de la suppression de la limite des 1 km à la sortie du domicile selon les médias israéliens. Les changements entreront en vigueur dès dimanche après-midi. Les plages et les parcs seront également autorisés à rouvrir. Le nombre de fidèles autorisés au mur occidental sera augmenté et les restaurants seront autorisés à proposer des plats à emporter. Et les ministres ont décidé aussi de rouvrir les écoles maternelles dimanche. Les ministres concernés par la lutte contre la Covid-19 discuteront cet après-midi pour déterminer la meilleure façon de gérer les zones dites rouges d'Israël. Et on en profite pour saluer les auditeurs qui nous écoutent depuis Israël. Diplomatie maintenant, la Knesset a approuvé hier l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis à 80 voix contre 13. Les seuls députés à avoir voté contre cet accord sont ceux de la liste arabe unie, le critiquant comme un stratagème visant à saper le peuple palestinien. Aucune abstention n'a été enregistrée alors que 27 parlementaires n'ont pas participé au vote. L'accord de paix avec les Émirats doit encore être ratifié par le cabinet de sécurité israélien. Et dans la coulisse, les négociations continuent. Les États-Unis ont donné ou auraient donné aux dirigeants soudanais un délai de 24 heures pour décider d'accepter ou non un accord qui verrait le pays normaliser ses relations avec Israël. Un accord en échange d'une aide financière et du retrait de la liste noire des États-Unis des pays soutenant le terrorisme, selon plusieurs médias en langue arabe. Une information datant d'hier. CNN Arabique et Asharq News, basés à Dubaï, ont tous deux fait état de la date limite américaine, citant des hauts fonctionnaires soudanais de haut rang non nommés et ont déclaré que les dirigeants du gouvernement se sont rencontrés pendant de longues heures pour évaluer cette offre. La véracité de ces informations n'a pas pu être confirmée immédiatement. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a appelé hier à des pourparlers directs entre Israël et les Palestiniens, tout en affirmant dans le même temps que le Royaume ne normaliserait pas ses relations avec l'État hébreu tant que ce conflit ne serait pas résolu. Dans une interview avec un groupe de réflexion basé aux États-Unis, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud a souligné le soutien de Riyad à l'initiative de paix arabe qui considère un État palestinien comme une condition préalable au rapprochement entre Israël et le monde arabe. Nous nous félicitons des récents efforts visant à rassembler les parties vers un plan de paix global, car une étape importante pour un Moyen-Orient sûr reste un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Toutes les autres choses en découleront, a indiqué le ministre saoudien des Affaires étrangères au Washington Institute for Near East Policy.
Les États-Unis maintenant, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés hier soir à distance, chacun sur des chaînes de télévision différentes. Le candidat démocrate en Pennsylvanie sur ABC a critiqué son adversaire républicain sur sa gestion de la pandémie de coronavirus. Il n'a pas parlé de ce qu'il fallait faire parce qu'il n'arrêtait pas de s'inquiéter, à mon avis, du marché boursier, a-t-il lancé. Le président américain à Miami, lui, en Floride, sur la chaîne de télévision NBC, a lui attaqué. Et je suis président, je dois voir des gens, je ne peux pas être dans un sous-sol, critiquant implicitement Joe Biden pour avoir passé des mois en dehors de la campagne électorale alors que la pandémie faisait rage. Donald Trump a aussi refusé de dénoncer les canons. Je ne connais rien des canons, a affirmé le milliardaire avant d'assurer qu'il était d'accord avec leur position contre la pédophilie. Et puis on termine avec un mot de culture. Sacha Baron Cohen est poursuivi en justice par la famille d'une survivante de la Shoah pour une apparition dans son dernier film Borat 2. Le rapport indique que cette rescapée de la Shoah avait été approchée pour parler de son expérience et que l'entretien avait eu lieu le 29 janvier dernier dans une synagogue de Dunwoody, une ville du comté de DeKalb en Géorgie, aux États-Unis. Or, selon sa fille, elle n'avait pas consenti à l'utilisation commerciale de son apparition et avait cru qu'elle participait à un documentaire sérieux, en apprenant après avoir accordé l'interview que le film était en fait une comédie destinée à se moquer de la Shoah et de la culture juive. Madame Evans a été horrifiée et bouleversée, peut-on lire dans cette plainte proposée aux abonnés d'Amazon Prime dès le 23 octobre. Le second chapitre des aventures de Borat a été dévoilé début octobre dans sa première bande-annonce officielle. Merci Gabriel Attal. 14h11, on s'envole maintenant en Israël où nous attend, comme tous les jours, notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadia. Pascal, on revient ensemble aujourd'hui sur la décision du gouvernement israélien d'autoriser la construction de près de 5000 logements dans les implantations de Judée-Samarie. L'information a été révélée par l'organisation non gouvernementale La Paix Maintenant. Où se situeront précisément ces futures constructions, Pascal, et surtout, qu'est-ce qui motive la décision du gouvernement israélien ? Ces constructions, pour la plupart, concernent évidemment les implantations de Judée-Samarie, certaines dans les principaux blocs d'implantation, d'autres dans des implantations isolées. Donc la construction est relativement répartie. Il s'agit pour moitié de véritables départs de chantier, y compris d'ailleurs des légalisations a posteriori de constructions qui ont déjà commencé, et l'autre moitié, c'est simplement le stade de la planification. Donc une reprise de l'activité de la construction en Judée-Samarie qui n'avait pas réellement cessé, puisqu'il y avait déjà eu des autorisations, notamment en début d'année. Mais c'est vrai qu'au cours des derniers mois, on avait constaté un réel ralentissement qui était... en raison de l'avancée des négociations visant un rapprochement avec les États du Golfe, un certain nombre d'autres en tout cas. Absolument. La normalisation avec les Émirats Arabes Unis, avec Bahreïn, c'est vrai, avait mis entre parenthèses la poursuite de la construction dans les implantations, comme d'ailleurs aussi le projet d'annexion des implantations de Judée-Samarie. Alors maintenant que cette étape est franchie, effectivement, le ministère de la Défense a donné son feu vert hier pour la construction de 5000 unités de logements supplémentaires en Judée-Samarie. Alors la décision israélienne a suscité, on n'en doutait pas, la condamnation de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères français, allemands, britanniques, espagnols et italiens ont dénoncé une action qui viole le droit international et qu'ils jugent contre-productive. Pascal, est-ce que ce dossier peut encore accentuer la crispation des relations entre l'État hébreu et certains pays européens, notamment par ailleurs autour de la question de l'embargo sur les armes à destination de l'Iran ? Alors évidemment, on le sait, tout est lié dans les relations internationales. Maintenant, le fait que Israël ait renoncé, ou en tout cas reporté sine die son projet d'extension de souveraineté sur les implantations de Judée-Samarie, a déjà levé un facteur de tension important entre Jérusalem et l'Union européenne. Donc le reste, en ce qui concerne le dossier iranien, on peut estimer en tout cas du côté israélien qu'il s'agit de deux canaux différents pour lesquels la décision du ministère de la Défense ne devrait pas influer sur une éventuelle convergence d'intérêts entre Israël et les Européens. Merci Pascal Sunshine, à lundi pour un nouveau direct de Jérusalem. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, bon week-end. On va marquer maintenant une pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal de 14h. On sera en compagnie du psychologue Fabrice Laurent et du rabbin Raphaël Sadine. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Et tout de suite, le grand entretien de cette édition, Dr Fabrice Laurent, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio J. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue au CHU donc Montpellier. Psychiatre, il faut attention. Les termes sont précis. Vous avez raison de me reprendre. Et président. Voilà, c'est pas pareil. Et président de la communauté juive locale. Là, je ne me trompe pas. Dès ce soir, minuit, donc 20 millions de Français vont être concernés par l'entrée en vigueur du couvre-feu. On l'a dit il y a quelques instants dans le journal. Couvre-feu qui vise à freiner l'épidémie de la Covid-19. 9 métropoles classées en zone d'alerte maximale, notamment l'Île-de-France, mais aussi Lyon, Aix-Marseille et Montpellier, où vous vivez, docteur. Je vais vous demander, docteur, d'enfiler un instant votre casquette de président de communauté. Est-ce que cette décision va impacter concrètement la vie communautaire sur place ? Alors, déjà, aujourd'hui, il y a quand même plus de 30 000 cas de Covid positifs en France, donc je pense qu'il était nécessaire pour le gouvernement de faire de telles mesures de couvre-feu à partir de ce soir et les jours suivants. Sur la vie proprement communautaire, je crois que, en tout cas en tant que consistoire, on a déjà mis en place toutes les mesures et barrières sanitaires, si vous voulez, tous les gestes de distanciation physique, le gel hydroalcoolique, les masques, etc. Donc ça, c'est déjà en place. Après, il est évident que nous n'allons pas reprendre les kidouches, nous n'allons pas reprendre les séoudotes, tout ce qui est rassemblement, les asguirotes, etc. Tout cela est quand même toujours suspendu. Et puis, on se rend compte que et ça, c'est pas dans toutes les communautés, c'est un peu comme ça. Les gens vont moins à la synagogue, des seniors bien sûr, mais aussi des gens plutôt d'un âge moyen qui évitent d'aller à la synagogue parce que, en fait, c'est développé aussi une sorte de judaïsme 2.0 depuis le mois de mars. Et avec des cours suivis sur des plateformes virtuelles, par exemple. Exactement, sur les plateformes virtuelles. En même temps, pour nous, consistoire, c'est un petit peu compliqué, puisque sur le plan halakhique, c'est pas possible. Alors, je parlais pour les cours en semaine, je parlais pas du Shabbat. Ah oui, d'accord, on parle du Shabbat. Oui, les cours en semaine, des cours de vidéo, etc. C'est très bien, d'ailleurs, c'est très intéressant. Docteur, ça impactera peu parce que, oui. Pardon, docteur Laurent, je vous avais déjà reçu il y a quelques mois sur cette antenne au moment du premier confinement. Depuis, de l'eau a coulé évidemment sous les ponts, le déconfinement, les vacances ensuite et maintenant, malheureusement, cette deuxième vague. Quels sont les principaux effets psychiatriques que vous constatez chez vos patients ? Alors, ce que j'ai constaté, moi pendant le confinement, j'ai dû faire plus de 500 téléconsultations. Donc j'ai remarqué, moi, que le confinement avait amené peu de pathologies. C'est-à-dire que les gens étaient plutôt rassurés d'être confinés, à part les hyperactifs. Pour les autres, les personnes anxieuses, déprimées, etc. En fait, tout le monde se retrouvait dans leur situation. Mais les gens très actifs, très hyperactifs, ça a été vraiment un empêchement. Ensuite, il s'est passé l'été avec, là, on sait, on va pas revenir là-dessus, une catharsis, enfin une sorte de libération, notamment chez les jeunes, ce qui est légitime. Les 16-25 ans, aussi bien pendant l'été qu'à la rentrée universitaire, les étudiants ont fait la fête. Du coup, ça a développé la dispersion du virus. Et puis là, on arrive à un nouveau sentiment, si vous voulez, une nouvelle émotion. En fait, vous me demandez une lecture émotionnelle de tous ces événements. Moi, ce que je lis dans le couvre-feu, c'est d'abord chez les 16-25 une grande amertume, une colère, une grande amertume face à nouveau une situation d'enfermement qu'ils vivent mal. Même si la majorité, je pense, des Français... Qu'ils vivent comme une véritable privation de liberté ? Exactement, une privation de liberté parce que pour plusieurs raisons, ils sont déjà, je pense... dans l'idée que la maladie ne va pas les toucher. C'est vrai que la maladie touche et la mort. La mort touche essentiellement les personnes âgées avec une obésité, ce qu'on appelle des comorbidités. Donc eux, ils sont intouchables à ce niveau-là. Donc pourquoi leur donner une contrainte ? Ensuite, voilà, ils sont dans une dimension assez, on va dire, ludique de la vie, jouissance de la vie. Vous savez, il y a Paul Valéry qui disait « Qui n'a pas rêvé d'être Dieu à 20 ans n'est pas digne d'être homme ». C'est-à-dire qu'à 20 ans, on est dans la toute-puissance. C'est joli. On s'éclate, voilà.
Voilà, donc il y a une amertume du côté des jeunes adultes que je comprends, mais en même temps, ce matin, je lisais un article qui disait que à peu près sur les nouvelles mesures, 6% des Français avaient décidé délibérément de transgresser ces contraintes. Bon, finalement, c'est pas beaucoup, 6%. Mais qui sont ces 6%? Vous me disiez, on va révéler un peu les coulisses de l'entretien. Nous sommes parlés ce matin pour préparer cette discussion. Et vous me disiez que vous aviez développé une forme de théorie d'interprétation face en termes de perception du couvre-feu et de réponse au couvre-feu qui entre en vigueur tout à l'heure. Voilà. Moi, je crois que depuis le début, depuis mars, en fait, que ce soit le confinement, que ce soit le port du masque, que ce soit les distanciations physiques, que ce soit maintenant le couvre-feu, ça nous interroge au niveau de 3 dimensions. Lesquelles ? Premièrement, la première des dimensions, voilà, notre rapport à l'autre, ce qu'on appelle en psychologie l'altérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais passer en priorité dans ma vie ? Est-ce que je fais passer moi-même, mon intérêt personnel, ou en priorité l'intérêt de l'autre ? Et évidemment, entre les deux positions extrêmes, vous avez toute la gamme intermédiaire. Donc, premièrement, mon rapport à l'autre. Et qui se traduit par le port ou pas du masque, puisque le masque protège d'abord les autres qui sont devant vous. Exactement, le port ou pas du masque, ce que vous avez dit. Le deuxième rapport, c'est le rapport à la maladie. Cette semaine, soit on a la peur de la maladie, une très grande peur de la maladie, soit on n'a pas du tout peur de la maladie. Dans la peur de la maladie, cette semaine, j'ai reçu une patiente, une jeune femme de 35 ans, elle avait 2 masques. Je la regarde, elle avait 2 masques chirurgicaux, l'un sur l'autre. Pourtant, elle avait 35 ans, donc une personne pas à risque, si vous voulez. Je dis, mais vous êtes vraiment hypocondriaque. Elle me dit, oui, j'ai une angoisse folle de cette maladie, j'ai peur de mourir. Voilà, donc certaines personnes vont avoir très peur de la Covid, de mourir, etc. Et d'autres sont dans une insouciance. Et le troisième, docteur ? Ça ne les touchera pas. Et le troisième, c'est notre rapport à la loi. Et je pense que nous, juifs, nous sommes extrêmement sensibles à cette notion de notre rapport à la loi. D'ailleurs, on n'arrête pas, on l'observe et en même temps, on la discute sans arrêt. Eh bien, pareil, dans ce rapport à la loi, soit il y a des gens qui vont obéir à la loi de manière rigoureuse, soit il y a des gens qui vont refuser cette loi. Et pour vous illustrer... Et ça ferait peut-être... Oui, je voulais encore quelques secondes. Je vous en prie. Je voulais juste illustrer par un de nos illustres anciens qui s'appelle Michel de Montaigne. Vous savez, Michel de Montaigne, il descendait d'une famille juive marane, oui, bien sûr. Par sa mère qui s'appelait Antoinette de Lopez. C'était des juifs convertis au christianisme, mais je pense qu'il avait chez Montaigne ce fond juif. Et Comte Sponville, cette semaine, disait « Si Michel de Montaigne devait porter un masque cette semaine, je pense qu'il le porterait, mais... en même temps, il essayerait d'autres choses. Michel de Montaigne aurait dit, et ça va nous parler, oui, moi je peux mettre un genou à terre, me plier à la loi, mais jamais je ne plierai ma nuque. Et nous, on nous appelle le peuple à la nuque raide. Ça fera réagir certainement le rabbin Raphaël Sadine qui attend et qu'on va rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup, merci infiniment, docteur Fabrice Laurent, de votre analyse. Je rappelle que vous êtes psychiatre au CHU de Montpellier où vous présidez la communauté juive locale. Shabbat Shalom et à très bientôt. 14h24 sur Radio J, l'heure de retrouver, je le disais, le rabbin Raphaël Sadine. Bonjour Rav Sadine. Bonjour, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est notre instant limoud du vendredi avec une extraordinaire paracha de cette semaine au menu, évidemment, Bereshit. Alors vous aurez peut-être quelque chose à dire, une réaction suite à ce qui vient d'être dit. Je crois que vous avez pu écouter la fin de cet entretien. En tous les cas, revenons peut-être sur Bereshit. D'abord, une paracha extrêmement riche. Peut-être qu'il faudrait plusieurs vies pour en comprendre les secrets, mais nous avons simplement quelques minutes ensemble, Rav Sadine. Qu'est-ce qui vous marque en premier lieu dans cette paracha? Avant tout, la création. Vous savez qu'il y a 3 grands moments décrits par la Torah dans l'aventure qu'est la création du monde. C'est création, révélation et rédemption. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands moments. Il faut bien comprendre cela. C'est-à-dire que quand Dieu crée, la première chose qu'il crée, c'est le temps. Comme Léon Villain nous dit, le temps qui est le grand parchemin dans lequel va s'inscrire toute l'histoire du cosmos. Et donc, il y a avant tout une création. Dieu crée autre chose que lui, on va en parler dans une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se révèle à sa création, et la création n'est pas anodine. Elle va vers une finalité qui est la rédemption. C'est ces 3 grands moments qu'on doit
qu'on se doit aussi de vivre de façon existentielle chacun d'entre nous. Un homme doit... Concrètement, création, rédemption, révélation, rédemption, comment ça peut se concrétiser dans nos vies quotidiennes ? Ah ben c'est très important. Création, c'est d'abord de goûter à la vie à chaque instant, ne pas tomber dans la somnolence, dans l'oubli de l'excitation de la vie, de la grâce, du chesed, de la miséricorde, de l'extraordinaire don de profusion de la vie qui nous est donnée. Et justement, vous parlez avec le docteur de la peur de la mort, etc., etc. Mais il y a une dimension, si vous préférez, d'instant d'éternité. Être capable de vivre l'instant comme un instant absolu, qui est la profusion de bonté que Dieu met dans ma vie. Et donc, chaque matin, vous savez qu'on dit les mêmes bénédictions chaque matin, et tous les matins, on remercie Dieu d'être homme, d'être femme, d'être voyant, d'être parlant. Ça veut dire prendre conscience de la vie. Ça, c'est la création. Révélation, ça veut dire être capable de passer une vie qui a du sens, par définition. Ce n'est pas juste une vie pour manger, dormir, faire de l'argent et mourir, mais qu'il y a des décodages, de décrypter ce que Dieu nous dit à travers sa Torah, mais aussi à travers le monde. Et révélation, c'est le troisième moment dans la vie d'un homme, et même dans chaque jour, les grands initiés vivent ces 3 moments tous les jours, à travers les 3 tfilotes de Shacharit, Mincha et Arvit. C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes dans un processus. À la fin, ce processus va s'unifier dans sa vérité. Ça veut dire que la rédemption, vous avez la réalité, vous avez la vérité. La réalité a tendance à développer des logiques autonomes oublieuses de l'origine et de la finalité. Le moment messianique, c'est quand il y a une sorte d'harmonie entre vérité et réalité. C'est des moments extraordinaires, c'est des instants de révélation, de rédemption, où l'homme sent qu'il est en parfaite harmonie avec le sens. Rav Sadine, pardon, oui. Justement, vous évoquez la question de la gratitude et du sens dans nos vies. Le premier ordre qui est donné à l'homme dans cette paracha, dans ce livre, dans ce Sefer de Bereshit, est celui de la reproduction, Peru Urbu. Et dans un de ses commentaires, le Rav Kook explique que la primauté de cette mitzvah, cette place éminente qui lui est accordée au début du livre, qu'on aurait pu évidemment enseigner un peu plus tard, il explique à travers la question de la reconnaissance, justement. Si l'homme est incapable de mesurer l'infinie bonté divine que recèle la reproduction et par-delà la pérennité de l'espèce humaine, eh bien, nous dit le Rav Kook, alors c'est l'idée que les forces de la nature priment sur la recherche du bien qui finira par s'imposer. Qu'est-ce que vous inspire ce commentaire du Rav Kook ? C'est fondamental. C'est le côté de Tselem Elohim, l'homme qui fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est un créateur. Il est un créateur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, les animaux reproduisent l'espèce. Alors qu'un homme crée avec la femme et un homme, créer une autre aventure, une autre dignité humaine. C'est-à-dire qu'il y a dans la possibilité de procréer, la possibilité chaque fois de donner naissance à un homme qui va porter à lui seul le sens de toute l'humanité, de tout le cosmos. La notion de responsabilité, elle est fondamentale. Ça veut dire que vivre une vie qui justifie du pourquoi le monde a été créé. Il faut se poser, c'est une question immense, vertigineuse, mais chacun doit se poser cette question, est-ce que ma vie justifie la création du monde ? Est-ce que je vis une vie qui fait assez de sens, d'une intensité métaphysique assez grande pour donner sens à l'humanité tout entière ? C'est le fameux passage du Rambam qui dit qu'à chaque instant, l'homme doit se sentir moitié coupable, moitié méritant, et que s'il fait un acte négatif, il détruit sa vie, il détruit le monde, et s'il fait un acte positif, il sauve le monde. Vivre comme ça veut dire que prendre la mesure de la responsabilité que l'homme est fait à l'image de Dieu et qui donne sens au monde. Merci beaucoup Raphaël Sadine de nous avoir éclairé à nouveau cet après-midi. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom. Et à vendredi prochain pour un nouveau Limoud. En attendant, j'invite nos auditeurs à lire votre dernier livre paru aux éditions du Cerf, Le Verbe et la Lumière. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Allez, on termine cette demi-heure en musique. C'est la bande-son du 14h. On écoute tout de suite Moshi Komor avec Yafa Sheli. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec mon camarade Philippe Sinclair, que je salue. Bonjour Philippe. Bonjour Steve. Alors, c'est déjà Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On se retrouvera dès dimanche à 16h05 avec Alexandre Adler pour l'émission Géopolitique Mondovision. Et puis lundi, évidemment, à 14h. Shabbat Shalom à tous. Portez-vous bien.